Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. La Chine et la France ont établi des relations diplomatiques en 1964. Depuis ces 50 ans, la situation internationale s'est profondément modifiée, mais les deux pays continuent d'entretenir des relations privilégiées. Ce succès, on le doit aux efforts partagés de différentes personnalités, comme l'ancien ambassadeur de Chine en France, M. Wu Jianmin. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de l'inviter sur notre plateau. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur, bienvenue sur notre plateau. Bonjour, Madame, très heureux de venir ici. Wu Jianmin est un diplomate chevronné. Il a été ambassadeur de la République populaire de Chine en France de 1998 à 2003. Les médias qualifient son style diplomatique de franc et direct et retiennent trois grands points qui ont marqué son mandat. Premièrement, c'est à son instigation que le président Jiang Zemin et le président Chirac ont procédé à un échange de visites dans leurs villes natales respectives. C'est une initiative de preuve d'humanité concernant les échanges entre les deux chefs d'État, première à être enregistrée dans l'histoire des relations entre la France et la Chine. Deuxièmement, Wu Jianmin a également promu l'année culturelle croisée entre la France et la Chine, qui a établi un mode reproduit dans les relations entre la Chine et les autres pays. Enfin, il a favorisé la création des centres culturels chinois et français qui ont grandement contribué aux échanges d'idées et à développer une sympathie mutuelle entre les deux pays. De plus, le commerce bilatéral entre la France et la Chine a augmenté à une cadence annuelle d'1 milliard de dollars durant cette période. En 2003, à la veille de quitter ses fonctions d'ambassadeur de Chine en France, Wu Jianmin est fait grand officier de la Légion d'honneur par le président Chirac. Quand on revient sur votre mandat d'ambassadeur de Chine en France de 1998 à 2003, presque tous les médias vont mentionner un point, c'est que c'est vous qui avez convaincu les deux dirigeants de la France et de la Chine de procéder à un échange de visites dans les villes natales respectives. Donc je suis curieuse de savoir comment avez-vous convaincu les deux hommes à l'époque? Convaincre les deux hommes d'État, c'est trop dit. Je ne suis pas capable de le faire. Mais je vous dis la vérité. Je suis arrivé en France en novembre 1998. J'ai été reçu en décembre par le président Chirac. Et le président Chirac m'a dit que l'an prochain, c'est 99, il aimerait bien inviter le président Jiang Zemin à visiter la France. Et au début de 99, mon secrétaire à l'époque, mon secrétaire particulier, M. Liu Haixin, aujourd'hui il est le directeur général de l'Europe du ministère des Affaires étrangères, il m'a dit que vaut mieux visiter Corrèze. C'est le département natal du président Chirac, parce que le président Chirac connaît Yangzhou, parce qu'il lui a parlé de Yangzhou. Et c'est pourquoi je suis allé à visiter Corrèze. J'ai été très bien reçu. De retour à Paris, j'ai rencontré le conseiller diplomatique du président Chirac. Il m'a regardé d'un air mystérieux. Il dit que monsieur l'ambassadeur, où est-ce que vous avez été récemment? C'est une excellente idée. Alors j'ai tout de suite compris. Il pensait que j'allais en Corrèze pour préparer la visite du président Jiang Zemin. Et ensuite, la partie française m'a dit que si en 99, si le président Jiang Zemin visite Corrèze, l'an prochain, en l'an 2000, quand le président Chirac appellera la visite de retour, il visitera aussi Yangzhou. Et à l'époque, quel a été le contexte international, c'est-à-dire qu'est-ce qui a permis à ces deux pays d'entretenir une telle proximité? Il y a plusieurs choses. 98-19, la Chine s'est développée très vite. On connaît un rythme de croissance de 2 chiffres. Ça c'est clair aux yeux de tout le monde. Ensuite, après la fin de la guerre froide, les Américains
ont été très fiers. Ils pensaient que c'était leur victoire. Donc, ils voulaient poursuivre le monde monopolaire, c'est-à-dire un monde sous l'égide des États-Unis. La Chine et la France, nous sommes pour un monde multipolaire. Monopolaire, c'est pas l'idéal ni de la France ni de la Chine. Nous sommes pour un monde multipolaire. Ça, c'est un grand point commun qui lie la France et la Chine. Donc, économiquement, la coopération est tout à fait fructueuse et complémentaire. Politiquement, dans le contexte international, on est tous pour un monde multipolaire. Ces deux grands points ont rapproché la Chine et la France. Et de 2003 à 2007, les années croisées Chine-France ont donné aux gens le sentiment d'un événement de grande envergure. À l'époque, de nombreuses activités ont été organisées. Par exemple, en 2004, lors de la fête du printemps, la Tour Eiffel s'est illuminée pour la première fois de son histoire de lumière rouge, et en même temps une grande parade a été organisée sur les Champs-Élysées. Donc, à l'époque, quelles ont été les activités qui vous ont le plus marqué? Vous avez très bien dit. Pour les années croisées, la Tour Eiffel a été illuminée en rouge, un grand événement. Et ensuite, le défilé sur l'Élysée, c'est extraordinaire. Alors, il faut remonter aussi à la source. C'est lors de la fête du printemps, du Nouvel An chinois à Paris, j'ai été invité par le maire de Paris, M. Delanoë, à une réception grandiose dans les salons de la mairie. Vous savez, les salons de la mairie sont l'espace le plus important en France, parce que c'est plus grand que l'Élysée. Alors, avant ça, Delanoë m'a reçu, dit que vous organisez les Chinois la communauté chinoise en France organise chaque année le défilé artistique. Pourquoi on ne peut pas le faire sur l'avenue Champs-Élysées? Dit que Monsieur le maire, vous avez une idée géniale. Si l'an prochain, 2004, on organise un défilé sur l'avenue Champs-Élysées, alors ce sera retransmis par la télé en Chine. Je vous assure, Monsieur le maire, il y aura des centaines de millions de Chinois qui regarderont ce programme. Ça va contribuer immanquablement à l'approfondissement de la compréhension mutuelle entre la Chine et la France, à l'amitié entre les peuples chinois et français. Alors, les deux discours, le mien et celui de Delanoë, ont été chaleureusement applaudi. C'est ça c'est. La tour Eiffel a été illuminée en rouge. C'était l'idée à l'époque, de Madame Terranova. Elle est conseillère culturelle du président Chirac. C'est elle qui a proposé d'abord ça. Elle m'a parlé de cette idée. Au début, j'étais un peu sceptique, parce que le rouge, c'est la couleur de la révolution. Est-ce que illuminer la tour Eiffel en rouge, et le message serait-il que la Chine voudrait révolutionnariser la France? Non, c'est pas ça. Madame Terranova m'a rassuré, elle dit que non, monsieur l'ambassadeur, ne vous en faites pas. Et même dans le drapeau tricolore français, il y a le rouge. C'est bien, pas de problème. Alors le conseiller diplomatique du président de la République de France m'a dit « Oh, il y a beaucoup de gens qui venaient voir ça, même plus que le 14 juillet, la fête nationale. »
on a beaucoup aimé ça. Et on parle souvent de cette période, d'une période de miel entre la France et la Chine. Beaucoup de gens considéraient, alors que les échanges culturels donnaient une place déterminante pour les relations bilatérales entre la France et la Chine. Donc, que pensez-vous de l'importance des échanges culturels entre la France et la Chine? Les échanges culturels entre nos deux pays, la Chine et la France, sont extrêmement importants. D'abord, il existe une fascination mutuelle à l'égard de la culture de l'autre pays. Les Français aiment, vraiment, adorent la culture chinoise. Quand j'étais en France, j'étais souvent invité chez des personnalités françaises. Presque dans toutes les maisons que j'ai visitées, il y a quelques pièces chinoises, peintures, paravents, sculptures, etc. Et pour eux, alors, c'est le signe de la culture. Ils ont adoré ça. Alors, les Chinois adorent la culture française. Pour les touristes chinois, s'ils veulent visiter l'Europe, première destination, c'est Paris. Donc ça, c'est très important. Parce que la culture française représente la civilisation occidentale. Culture chinoise, la civilisation orientale. Donc, quand les représentants des deux grandes civilisations se rencontrent, et ça produit des étincelles éblouissantes, ça c'est très important pour nos deux pays. Durant les 50 ans qui ont suivi l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, ce n'est pas sans pépin. En avril 2008, la flamme des Jeux Olympiques de Beijing est malmenée lors de sa course de relais à Paris par un groupe d'activistes. Les rapports entre la Chine et la France se tendent. Les difficultés s'accumulent. Au début de l'année 2009, la société Christie's annonce qu'elle va mettre aux enchères les têtes de rats et de lapins en bronze qui ont été dérobées en 1860 au Palais d'été. À l'annonce de cette nouvelle, le peuple chinois, blessé dans son amour-propre, réagit vivement. Les internautes chinois lancent un mouvement de boycott des produits français. Déjà en 1992, après que le gouvernement français avait décidé de vendre des armes à Taïwan, les relations entre la Chine et la France avaient connu une crise grave, risquant d'abaisser le niveau de leurs liens diplomatiques. Ce n'est qu'avec les efforts déployés par les deux parties que les relations sino-françaises avaient été rendues normales au début 1994. Au fur et à mesure du changement de rapport de puissance entre la Chine et la France, les relations sino-françaises deviennent stables. Wu Jianmin est heureux d'être ambassadeur à Paris pendant une des meilleures périodes quant aux relations entre la Chine et la France. Mais durant ces 50 années de développement des relations entre la France et la Chine, il y a eu des réussites comme on vient de mentionner, mais aussi des écueils et des reculs. Pourriez-vous nous présenter quelles ont été les périodes de recul de relations entre la France et la Chine? Les relations entre les pays sont comme des relations entre des êtres humains, même un couple. Parfois, on a des problèmes. Les relations entre la Chine et la France, si nous jetons le regard rétrospectif sur les 50 ans passés, vous voyez que les relations montent comme ça. Mais bien sûr, il y a aussi des hauts et des bas. Le bas, c'est quoi? C'est en 1992. C'est après 1989, la France a décidé de vendre des armes à Taïwan. 60 Mirage et 3 Lafayette sont des vaisseaux de guerre. Alors, cette décision de la France a amené les relations bilatérales au point le plus bas depuis l'établissement de relations diplomatiques.
Cet état de choses a sérieusement affecté notre coopération. Par exemple, le métro à Guangzhou, au début, on voulait que ce soit les Français qui feraient ça. Mais par la suite, les Chinois ont été vraiment en colère. Alors ce projet a été confié à l'Allemagne. Mais les Français, les Chinois ont maintenu des contacts. Il y a beaucoup de canaux de contact. Et dans ce contexte, le président Chirac, à l'époque, il était le maire de Paris, il a joué un rôle important. Alors il a poussé les deux parties à entamer des négociations. Et finalement, le 11 janvier 1994, les deux parties sont parvenues à un accord à propos d'un communiqué commun. Alors, avec ce communiqué, la page a été tournée. Alors, après, le Premier ministre Baradu de la France a visité la Chine. Et en septembre 1994, le président Chirac est allé en visite officielle, en visite d'État en France. Puisque vous êtes un diplomate accompli, donc quel regard portez-vous sur l'évolution de la diplomatie chinoise? Si nous jetons un regard rétrospectif à la diplomatie de la Chine depuis la fondation de la République populaire, je pense qu'on peut diviser à 65 ans. Alors 65 ans peuvent être divisés en deux phases. La première, c'est avant l'ouverture et la réforme. Le centre de la stratégie diplomatique de la Chine était la survie. Parce que la Chine nouvelle était un nouveau-né. On se battait pour la survie de la République populaire. Et par la suite, le centre de la stratégie diplomatique de la Chine est le développement. Parce que après le troisième plénum, issu du 11e congrès du Parti communiste chinois, la Chine a pris une nouvelle orientation politique, ce qu'on appelle ouverture sur le monde extérieur et la réforme. Et le développement économique est au centre de l'attention du gouvernement chinois. Et la diplomatie chinoise doit servir ce but. Donc, on devait développer de bonnes coopérations avec tout le monde, les grandes puissances, les pays voisins, le tiers-monde, tout ça. Donc, il y a deux centres. Le premier centre, c'est la survie. Le deuxième centre, c'est le développement. Alors, il y a c'est d'ailleurs deux phases ont été nettes dans ce sens-là. Vous avez affirmé que les reportages des médias français sont parfois complètement partiaux. Donc, comment jugez-vous les médias français? Quand j'étais en France, j'ai regardé la télé, j'ai lu la presse, j'ai écouté la radio. Il y a des reportages qui ont été très bons. Mais parfois, à propos de la Chine, je ressentais nettement des préjugés. Pourquoi cela? Il y a plusieurs raisons. Parce que dans les médias français, les mauvaises nouvelles se vendent mieux. La deuxième raison, la Chine est en profonde mutation. Il y a des changements que le monde extérieur, les Français ne comprennent pas. Alors, eux, ils regardent la Chine de l'Europe. Et parfois, il y a beaucoup de préjugés, des idées conçues. Comme ça, ils ont, sciemment ou insciemment,
ils ont déformé la réalité. Et troisièmement, c'est que on voit le contraste. La Chine, depuis 1978, a connu une nouvelle phase, croissance rapide. Ce n'était pas tout à fait le cas de la France. Parfois en France, cette croissance a été très lente, parfois stagnation, parfois dépression, des récessions. Ce contraste donne lieu à des complexes. Donc ces complexes, parfois, ont rendu les choses un peu difficiles. Mais d'après vous, comment faire pour mettre fin à ces préjugés? Les gens vivent toujours dans les préjugés. Tout le monde a des préjugés. Mettre fin à des préjugés, c'est un long processus. Je pense que la meilleure solution, c'est d'augmenter les échanges entre la Chine et la France. C'est-à-dire, il faut laisser les Français venir en Chine, regarder la Chine par eux-mêmes. Ils arrivent à une conclusion plus objective. Et ensuite, du côté chinois, il faut améliorer les communications. Et il faut trouver le langage propre et trouver les sujets propres à expliquer ce qui se passe en Chine. Comme ça, c'est mieux. De façon à ce que les Français comprennent mieux la réalité en Chine. Alors qu'il était ambassadeur de Chine en France, Wu Jianmin, invité à la Sorbonne, donna une conférence qu'il commença ainsi. Si quelqu'un vient vous dire, mesdames et messieurs, attention, ce beau bâtiment va tomber en ruine demain, vous le prendrez pour un fou. Mais si quelqu'un vous dit des choses pareilles à propos de la Chine, il est pris pour un sinologue. Voilà le style direct et unique de Wu Jianmin. Au siècle dernier, à la fin des années 50, Wu Jianmin, après avoir obtenu son diplôme de l'Institut des langues étrangères de Pékin, rejoint la diplomatie. Il est notamment l'interprète de Mao Zedong, de Zhou Enlai ou encore de Chen Yi. Après que la République populaire de Chine a retrouvé un siège à l'ONU, il est l'un des membres de la première délégation. Il devient ensuite porte-parole du ministère des Affaires étrangères, puis ambassadeur. De 2003 à 2008, il a été président de l'Institut de la diplomatie, dont l'objectif est de préparer les jeunes talents d'aujourd'hui à devenir l'élite de la future diplomatie chinoise. Il a également été élu président du Bureau international des expositions, l'organisation intergouvernementale qui coordonne et approuve les expositions universelles. Un honneur qu'il doit à son remarquable travail entamé à Paris pour la désignation de Shanghai comme ville hôte de l'exposition universelle de 2010. Et monsieur l'ambassadeur, pour moi, l'ambassadeur ou bien le diplomate, c'est une profession très mystérieuse pour moi. Donc je vais profiter de cette occasion pour vous demander quelques questions sur votre profession. Que présenteriez-vous votre profession? Diplomate, c'est une excellente profession. Je pense que ce qui est bon pour cette profession, c'est tous les jours on est confronté à des choses nouvelles. Pour un diplomate, sa profession, c'est de promouvoir la coopération entre les différents pays. S'il y a des problèmes, la sagesse des diplomates contribue à la solution, au lieu d'aggraver la situation. Et on dit que la diplomatie, c'est l'art de la compromis. Alors c'est exact. Parce que comment arriver à un compromis? Il faut bien sûr se baser sur les intérêts fondamentaux du pays qu'il représente. Mais de l'autre côté, il faut comprendre les intérêts fondamentaux de l'autre côté. Si on trouve les points convergents, là on peut arriver à un compromis. Un compromis, ça arrange tout le monde. C'est bien. Je pense que ça, le monde extérieur
parfois ne voient pas ça. C'est le sujet, le thème de notre temps a changé, passant de la guerre et la révolution à la paix et au développement. Donc pour un diplomate, il faut savoir bien travailler et promouvoir la paix et le développement. Et nous savons que vous avez été interprète pour l'ancien président Mao Zedong et l'ancien premier ministre chinois Zhou Enlai. Et dans les reportages qui vous sont consacrés, révélez que M. Zhou Enlai vous a fortement marqué. Donc pourriez-vous nous raconter quelques anecdotes entre vous et l'ancien premier ministre chinois? Oui. Alors j'ai servi d'interprète au premier ministre Zhou Enlai de 1965 à 1971, à maintes reprises. Et une fois, c'est en octobre 1970, le président du Conseil d'État du Congo-Brazzaville est venu en Chine. Et en 1970, Congo-Brazzaville venait d'acquérir l'indépendance. Le pays était confronté à beaucoup de problèmes. Le président du Conseil d'État du Congo-Brazzaville regardait le premier ministre Zhou Enlai comme un vétéran, comme un frère, un grand frère. Il a tellement de questions à poser au premier ministre Zhou Enlai. Il a tellement de choses à dire à propos de son pays. Alors, ce que j'ai remarqué, parce que en 1970, la Chine était en pleine révolution culturelle. Le Premier ministre Zhou Enlai était extrêmement occupé. Pendant la journée, il n'avait pas de temps. Donc, dans la nuit, vous savez, le Congo-Brazzaville a été une colonie de la France. Et par la suite, dans les années 60, le Congo-Brazzaville a été indépendant. C'est indépendance politique. Et indépendance économique, on est loin de là. Le président du Conseil d'État du Congo-Brazzaville a eu tellement de plaintes à propos de la France. Alors il voulait se débarrasser du colonialisme. Et le Premier ministre Zhou Enlai lui a expliqué que l'indépendance politique, c'est la première étape. Indépendance économique, c'est la deuxième étape. Alors c'est pour arriver à l'indépendance économique, il faut du temps. Il faut du temps. Alors le président congolais lui a dit que nous avons la Chine avec nous. Le premier ministre Zhou Enlai lui a dit que c'est vrai, nous sommes avec vous. De cœur, de loin et de près, nous sommes avec vous. Mais comme un proverbe chinois qui dit que les eaux lointaines n'arrivent pas à éteindre le feu de proximité. Alors ça, le président congolais a tout de suite compris. Alors cet entretien a vraiment marqué la délégation congolaise. Ils ont été convaincus par le Premier ministre. L'indépendance économique, c'est bon, mais il faut du temps. Il faut y arriver avec patience et d'effort. Et notre émission touche à sa fin. Merci, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté notre invitation. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À la prochaine.